Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'Agora métropolitaine 2021. Alors, je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie et Relations publiques. J'aurai le plaisir d'animer le webinaire aujourd'hui. Alors, l'Agora métropolitaine, c'est ce grand rendez-vous que la société civile et les élus du Grand Montréal se donnent à tous les 2 ans pour suivre l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, le PMAD, qui a maintenant 10 ans. Et cette année, avec la pandémie, on a eu une autre formule, à savoir qu'on a tenu des rencontres virtuelles, donc à toutes les semaines, au printemps dernier. On a eu donc 9 webinaires avec les élus principalement qui ont abordé plusieurs thématiques vraiment liées au PMAD, comment freiner l'étalement urbain, comment diversifier les sources de financement des transports collectifs, protéger, mettre en valeur nos milieux naturels, nos terres agricoles, comment faire de la densification intelligente et j'en passe. Et toutes ces discussions visent le même objectif, à savoir d'offrir de meilleures qualités, de milieux de vie de qualité aux citoyens du Grand Montréal, tout en protégeant notre environnement. Et pour mettre la table sur notre rendez-vous d'aujourd'hui, je nous invite à écouter ce vidéo préparé par la CMM. Adopté en 2011, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, prévoit la tenue à tous les 2 ans d'une agora métropolitaine. L'agora est l'une des recommandations découlant de la consultation publique sur le projet de PMAD, consultation qui s'est déroulée à l'automne 2011. À l'époque, l'importance de la participation des groupes et des citoyens à la consultation, 55 heures d'audience publique et près de 350 mémoires reçues, avait convaincu la commission de l'aménagement, responsable de la consultation, d'en faire une recommandation. Le message avait été clair, les groupes et les citoyens avaient apprécié être consultés, mais voulaient être désormais associés à la mise en œuvre du plan. L'Agora métropolitaine est donc l'un des principaux mécanismes de suivi du PMAD. C'est l'occasion pour les élus et les citoyens du Grand Montréal de faire le bilan de la mise en œuvre du PMAD et de proposer des recommandations pour l'avenir. L'Agora est un modèle unique de participation citoyenne. L'événement représente un exercice de concertation assez original à l'échelle métropolitaine. Le mécanisme suscite de l'intérêt dans le monde entier comme pratique exemplaire en matière de planification urbaine. À ce jour, il s'est tenu 4 agoras métropolitaines, en 2013, en 2015, en 2018 et cette année, en 2021.
Avec des taux de participation toujours élevés, les agoras métropolitaines ont démontré qu'il y a un grand intérêt pour les questions d'aménagement. Chaque agora a disposé de sa formule et de son format. En 2013, l'agora a pris la forme d'une grande assemblée générale. En 2015, s'est ajoutée une exposition de projets inspirants. En 2018, le programme de l'agora a été le résultat d'un exercice de co-création avec la collaboration de plusieurs organisations et associations représentant la société civile. Cette année, le programme de l'agora s'est adapté au contexte de la pandémie et proposé une série de webinaires. Le programme a été élaboré en lien avec les grands thèmes retenus dans le cadre de la Conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires, engagée par le gouvernement du Québec. En 2018, le rapport de l'agora s'était penché sur cette question de la participation citoyenne. On y faisait le constat que les citoyens souhaitaient avoir leur mot à dire dans la planification du développement de leur milieu de vie, mais que ce souhait posait en même temps plusieurs défis dans la façon d'y arriver. Une pluralité d'approches devait être retenue, concluait-on, pour favoriser cette participation, sachant en même temps qu'il n'y aura jamais de recette miracle ni de formule idéale en matière de participation publique. Comment maintenir l'adhésion des citoyens aux objectifs tels que fixés dans le PMAD? Comment favoriser la participation citoyenne à l'échelle métropolitaine? Ces questions sont toujours d'une grande actualité 10 ans après l'adoption du PMAD. Alors, comment maintenir l'adhésion des citoyens et des citoyennes du grand monde réel? C'est vraiment des grandes questions qu'on se pose. C'est un élément essentiel à l'atteinte des objectifs ambitieux du PEMAD. Et comme on le disait, ces objectifs-là vont nécessiter des actions qui sont de plus en plus robustes. On se rappelle que la CMM, le PEMAD vise à orienter 60% des ménages dans les aires TOD d'ici 2031, d'augmenter de 35% la part modale des transports collectifs et d'assurer la protection de 17% des milieux naturels d'ici 2030 et aussi la protection intégrale du territoire agricole. Donc, objectifs qui sont aujourd'hui encore plus nécessaires avec la pandémie et tous les enjeux qui se sont exacerbés pendant cette période, que ce soit au niveau de l'accessibilité des espaces verts, au logement, aussi tous les enjeux liés à l'autonomie alimentaire, à la pénurie de main-d'œuvre et les enjeux de santé publique. Alors, l'Agora, certes, est une excellente façon de maintenir la participation, mais c'est vraiment au quotidien que ça se joue sur le terrain, dans les municipalités. Et s'il y a un message que les élus nous ont transmis au printemps dernier dans les discussions qu'on a eues, c'est que la pression citoyenne est indispensable pour les aider à prendre des décisions audacieuses, à mettre en place des projets novateurs. Mais qu'il reste beaucoup d'éducation à faire sur les enjeux de l'aménagement et de densification, à la fois du côté de la population en général, mais aussi du côté des élus. Et avec les élections municipales qui s'en viennent, cet élément sera encore plus important. Avant de vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long du webinaire et on vous invite à y répondre à grand nombre. En temps réel, on va commenter les résultats au fur et à mesure. Et déjà, il y a une première question qui va apparaître. Vous n'avez qu'à quitter le mode plein écran pour la voir. On vous demande votre participation dans les années antérieures, dans les agoras qui ont déjà passé. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos 4 panélistes d'aujourd'hui. Madame Taïka Baillargeon, qui est directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal. Madame Catherine Boisclair, coordonnatrice aménagement du territoire et urbanisme à Villefranche-Ville. Madame Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et Madame Louise Arel, députée d'Hochelaga Maisonneuve de 1981 à 2008, plusieurs fois ministre, chef parlementaire de l'opposition officielle, présidente de l'Assemblée nationale, chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal de 2009 à 2013. Bonjour, mesdames.
Madame Harel, je commence avec vous. Il y a une chose que je n'ai pas nommée dans tous vos parcours exceptionnels, c'est que vous êtes aussi à la base de la création de la CMM. Alors, c'est vraiment un territoire et une réalité que vous connaissez bien. Et à travers votre vaste expérience, j'ai envie de vous demander quel est pour vous le meilleur indicateur pour mesurer le degré de participation citoyenne, surtout quand on parle d'un dossier aussi complexe ou technocratique, j'oserais dire même, que l'aménagement du territoire. Bonjour. Alors, écoutez, c'est bien sûr que en contrepartie, là, lorsqu'il y a pétition, manifestation, protestation, là, il y a le contraire de l'adhésion. Et en général, ça se produit lorsqu'il n'y a pas disons, de consultation qui soit crédible, qui soit transparente. Je prends l'exemple Raymond Logistique là, dans l'Est de Montréal présentement. Là. La pression augmente constamment. La population est mise au courant, en fait, des projets là, qui sont sur la table. Au fur et à mesure, sa façon de se manifester, c'est de protester. Alors, à l'inverse, donc, il nous faut trouver vraiment une manière d'aller chercher l'adhésion des citoyens. Alors, moi, personnellement, je trouve que le meilleur exemple, c'est l'Office de consultation publique de Montréal. Pour l'avoir moi-même aussi créé, là, en 2001, dans la loi. En fait, je l'ai pas vraiment, en fait, je l'ai introduit dans la charte de la Ville de Montréal. Je pense que là, on a vraiment une façon d'encadrer tout en favorisant la participation citoyenne et sur des enjeux qui, finalement, ne sont pas toujours des enjeux locaux. Pensez à Royal Mount, par exemple. Que ce soit que le conseil de ville de Mont-Royal qui décide d'un projet qui a une extrême importance sur le plan métropolitain à tous égards, y compris en matière de transport, de développement, de logement, etc., on voit bien que ça n'a pas de bon sens. Ceci dit, là, je voudrais faire un bref bilan pour vous rappeler qu'au moment de la création de la CMM, il n'y avait pas nécessairement adhésion complète. Là, hein? Il y a quand même 100 000 personnes à l'invitation de 26 maires de municipalités qui sont allés voter dans un référendum un beau dimanche après-midi du mois de juin contre la création de la CMM. Alors que là, il n'y a plus, je pense, aucun élu des 82 municipalités qui voudrait s'en passer. Et ça vaut pour le PMAD. Le PMAD, c'est formidable, mais ça a pris 10 ans avant qu'il n'y ait pas unanimité ou avant qu'il y ait une certaine majorité. Alors que là, maintenant, il n'y a plus personne qui voudrait s'en passer. Et c'est pour ça que les élus qui nous écoutent, là, puis ceux qui vont se joindre avec la prochaine élection municipale, doivent comprendre que parfois, tout ne se passe pas dans l'allégresse, mais qu'il faut ordonnancer de manière à ce que, même s'ils ne sont pas d'accord, les citoyens comprennent que vraiment leur point de vue a été écouté, même s'il n'est pas retenu, mais a été écouté et que ce point de vue est pris en compte, même si finalement la décision est autre. Merci beaucoup, Madame Harel. Et vous aussi, laissez le temps au temps. Tout ne se fait pas de façon automatique. Ça a pris 10 ans pour le paiement, donc on le voit bien aujourd'hui. Vous savez bien, Leïla, qu'il faut aller plus vite maintenant avec les changements climatiques. Assurément. Vous n'avez pas besoin de me convaincre là-dessus, mais effectivement. Madame Boisclair, je poursuis avec vous. Vivre en ville, c'est l'organisation spécialiste au Québec sur les enjeux d'aménagement du territoire. Vous travaillez avec les petites, les moyennes, les grandes municipalités. Vous avez accompagné aussi la CMM dans des projets, des démarches de projet TOD. Vous menez aussi un projet intitulé Oui dans ma cour qui vise à favoriser l'acceptabilité sociale des projets. La densification, ça fait peur à beaucoup de monde. Comment on fait pour mobiliser des citoyens quand on veut densifier des quartiers? La grande question, oui, merci. Bonjour tout le monde. En fait, on est vraiment dans un univers complexe hein, quand on parle d'aménagement du territoire. Puis un des mérites du PMAD, c'est d'avoir amené la discussion ailleurs sur la notion de densification. Quand on a dit ben c'est obligatoire, ben là, on a été obligé de s'y intéresser. Mais moi, je dis souvent aux citoyens, aux municipalités avec qui on travaille, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche avec la densification,
Vous avez probablement raison. Mais la question, ce n'est pas de savoir si il faut la faire, parce qu'il faut cesser l'étalement urbain, il faut réduire la dépendance à l'automobile. La question, c'est de savoir comment. Comment on l'a fait, comment on l'a fait ensemble. Puis j'ai aussi ce sentiment d'urgence par rapport à la crise climatique. On a aussi la crise du logement. On a besoin de plus de logements sur le marché, des logements certes à prix abordable, mais aussi des logements au prix du marché, parce qu'on le sait, quand il y a une augmentation de l'offre de logement, ça fait une pression à la baisse sur les prix. Donc, des logements de tout type, on en a besoin, mais surtout des logements bien localisés, donc près des emplois, près du transport en commun. Donc, on a besoin d'opportunités de logement. Et tout ça, ben, nous, on l'explique à travers le projet Oui dans ma cour, mais on cherche aussi à ouvrir la discussion sur la qualité des projets. Parce qu'un coup qu'on a dit on doit densifier le territoire, et c'est une obligation, on a des cibles. Certes, on a des cibles de densité, mais ça doit aller de pair avec des critères de qualité. Parce que ce qu'on veut à terme, la densité, c'est un moyen d'arriver à nos fins. Hein. Ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est d'avoir des milieux de vie de qualité, d'offrir des opportunités de logement aux familles, aux personnes seules, aux personnes aînées. Donc, on a besoin de diversifier notre parc de logement et qu'il soit bien localisé. Donc, c'est normal que cette densification-là génère de la peur, de l'opposition, parce qu'on est dans un univers complexe, comme je l'ai dit, mais il y a aussi un manque de confiance entre les parties. Il y a souvent une démonisation des différentes parties, les méchants promoteurs qui veulent juste du profit, les méchantes municipalités qui veulent juste des taxes, les méchants citoyens qui font du pas dans ma cour. Hein, c'est égoïste, un citoyen qui fait du pas dans ma cour. Mais en fait, cette démonisation-là, elle nous nuit à tout le monde. Comment on fait pour une discussion plus apaisée, des espaces sécuritaires de discussion sur le territoire que nous voulons, sur les quartiers que nous voulons? C'est ce qu'on a voulu créer avec Oui dans ma cour. La question, ce n'est pas dire oui à tout prix, mais plutôt à quelles conditions, ensemble, sommes-nous prêts à accueillir des nouveaux voisins, puis aussi à accueillir des nouvelles infrastructures de transport en commun, de mobilité douce. Ces infrastructures-là suscitent aussi de l'opposition. On l'a vu avec la piétonisation. Donc, parmi les solutions, ce qu'on met de l'avant, c'est certes plus de moyens dédiés à la discussion, plus de temps aussi à se donner, même s'il y a un sentiment d'urgence, on doit se donner le temps, une espèce de contradiction, puis discuter de la qualité des projets. La compétence est importante aussi, on ne se le cachera pas. Ce n'est pas toutes les municipalités qui sont outillées pour mener ces débats-là. Et ça passe bien sûr par des ressources et ouvrir ces espaces de dialogue-là en amont des projets. Puis quand on dit en amont, c'est bien avant la consultation obligatoire qui est prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme actuellement. C'est au moment où on commence le diagnostic du territoire. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de saisir le bon momentum. Merci beaucoup. Beaucoup de pistes, en fait, finalement, c'est ce qu'on entend, de miser sur la qualité, la localisation et aussi des processus qui doivent commencer en amont. On devance nos propres lois si on veut réussir cette intégration-là. Merci infiniment. Madame Baillargeon. Héritage Montréal travaille depuis des années à éduquer les élus, les citoyens, les citoyennes aux enjeux liés au patrimoine, tant le patrimoine bâti que le patrimoine naturel, une des composantes importantes du PEMAD. Et de par votre expérience, avez-vous des exemples de pratiques exemplaires d'éducation et de participation citoyenne dans le domaine du patrimoine qui pourraient vous venir en tête? Ben oui, d'emblée, la sensibilisation, l'éducation, la mobilisation, c'est vraiment au cœur de notre mission. Nous, ça a été dès la base, il y avait beaucoup de mouvements militants, mais on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un certain accompagnement aussi à ce militantisme, puis notamment par l'éducation. Puis je pense que disons, les trois axes, je dirais, qui sont fondamentaux, c'est d'une part la création d'attachement. Avec le patrimoine, c'est vraiment fondamental, la création de connaissances, puis aussi générer un moteur d'action.
Donc, il y a différentes activités qui se font chez nous, mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont vraiment hyper compétents dans la CMM. Des visites des lieux, c'est un peu la base pour cette création d'attachement, notamment des lieux qui sont fermés au public ou des lieux qui sont vacants. Nous, on a fait pendant 3 ans, par exemple, des visites du silo numéro 5, un lieu où les gens ne sont jamais vraiment entrés à l'intérieur, les gens ne savent pas qu'il y a des machines là-dedans. C'est des éléments qui sont super importants. On a fait des visites de presbytère, aussi des lieux où les gens ont un imaginaire, mais ils ne sont jamais entrés. Donc, cette création d'attachement, elle est vraiment fondamentale pour générer justement un désir d'action. Ensuite, des formations. Il y a quand même pas mal de groupes qui font des formations. Nous, on fait des formations auprès des élus, des CCU, des fonctionnaires, notamment dans les arrondissements, les municipalités de la CMM. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça donne des outils vraiment pour comprendre qu'est-ce que le patrimoine. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est assez complexe, notamment de par toute la réglementation qui accompagne la protection du patrimoine. Donc, qu'il faut bien vulgariser pour permettre notamment aux citoyens, mais aussi aux décideurs publics de vraiment porter des actions qui sont concrètes. Mais il y a aussi des sites web, des cartes, il y a différents outils qui, je pense, se peaufinent de plus en plus pour couvrir aussi un échelon, disons, de population beaucoup plus large. Puis ça, c'est vraiment important parce que l'accès à l'information, c'est un peu la base aussi de la démocratie. Nous, peut-être un outil que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, puis sans vouloir me péter les bretelles avec un projet d'Héritage Montréal, mais c'est la plateforme Memento, une plateforme citoyenne où les citoyens sont appelés à venir identifier les bâtiments qui sont à risque dans leur territoire, dans leur municipalité, dans leur arrondissement. Mais on leur offre aussi avec ça une boîte à outils sur comment agir par la suite. Donc, quoi faire? Oui, on a un lieu comme ça. Qu'est-ce que je fais pour empêcher que ce bâtiment-là soit à risque? Qu'est-ce que je peux faire? Puis, on fait aussi des mises en contact pour mettre les gens ensemble pour qu'ils puissent éventuellement se mobiliser. Donc, ça, c'est comme moteur d'action. Puis c'est ça, la mise en contact, elle est vraiment importante. Puis des activités aussi de mobilisation. Nous, on a fait notamment récemment un arpentage citoyen sur une partie du tracé du REM. Puis l'idée, c'était pas de prendre parti sur le REM de l'Est, mais c'était vraiment de dire, OK, il y a une expérience au sol dont on ne parle pas. Et nous, on va aller faire cet arpentage avec les citoyens, on va écouter leurs questions, on va générer des questions, on va essayer de trouver des réponses. Puis ça, c'est vraiment un exercice plus de mobilisation. Puis après ça, il faut aussi accompagner les citoyens, leur donner des outils, vulgariser. Ça, c'est vraiment comme les éléments, je dirais, essentiels. Merci beaucoup. Donc, il y a vraiment une expérience, un message ici d'aller vivre le projet, donc d'aller sur place, de se l'approprier et aussi l'aspect très visuel aussi de voir avec tous les outils éducatifs qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup. Madame Fournier, le Centre d'écologie urbaine est un expert des processus participatifs pour impliquer les citoyens, les citoyennes dans les décisions, dans les projets à l'échelle municipale. Vous avez pris part aux agoras précédentes comme vos collègues ici présents. Diriez-vous aujourd'hui que les municipalités, les élus municipaux sont généralement plus réceptifs à inclure les citoyens, les citoyennes, la société civile dans la réalisation de leurs projets puis dans leurs activités? Oui, je pense que depuis 10 ans, il y a vraiment un grand bout de chemin de fait. Madame Harel en parlait tout à l'heure. Il y a 10 ans, lors de l'adoption du PEMAD, on était encore, je fais un peu écho à ce que Mme Boisclair aussi disait, dans la démonisation de différentes parties dans la participation publique. Donc, un grand bout de chemin de fait, mais quand même un rythme variable à l'échelle des 82 municipalités et selon l'objet aussi des projets ou des intentions qui sont soumises à la consultation. En 2011, au tournant des années 2010-11, on était dans les premiers projets de l'Office de consultation publique de Montréal qui introduisait le principe de consultation en amont, donc de consulter, d'échanger, de délibérer sur des principes directeurs avant même le développement d'un site. Donc, les ateliers du CN étaient le premier, le site des postes, son nom à l'époque en 2008. Maintenant, dans des redéveloppements de grands sites, si on prend l'exemple de Montréal, le PPU des Faubourgs, il y a eu toute une démarche en amont. Et quand on parle de ce type de redéveloppement-là, on peut penser
avec certaine confiance que ce sont des pratiques acquises au niveau de la Ville de Montréal, de consulter sur ces grands sites-là bien en amont. Une des forces de ça, c'est qu'on reconnaît finalement que l'information, la sensibilisation, la délibération fait partie du processus de développement, de reconstruction, de déploiement finalement de l'urbain ou des milieux de vie. Et donc, ce sont des pratiques qui sont bien présentes à ce moment-ci, jusqu'à nous amener finalement à la décision réglementaire ou en tout cas qui est portée par les élus. Par contre, quand j'ai un niveau variable, bien, là, on a l'Office de consultation publique à la Ville de Montréal, mais il y a d'autres grands projets là, qui viennent bouleverser le quotidien des citoyens ou des grandes questions sur l'aménagement, si on pense au REM, et que ce soit de l'Ouest ou de l'Est. Et là, bien, on peut se poser des questions sur la nature du processus de consultation publique. On s'attend à avoir de la transparence, de l'information qui est déposée, une prévisibilité dans la consultation. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on retrouve ces principes-là actuellement? Et c'est là qu'on voit beaucoup de mobilisation citoyenne parce que les gens n'ont pas confiance dans le processus actuellement. Donc, on se retrouve sur un territoire de la CMM où il y a différents organismes porteurs de consultation, mais avec des pratiques qui sont variables et qui sont surtout pas nécessairement protégées par un cadre réglementaire, ce qui est le cas de l'OCPM avec l'introduction dans la charte de la Ville. Depuis 10 ans, par contre, je pense que cette reconnaissance réglementaire, si on peut la dire, ou politique, a fait du chemin aussi. Au plan provincial, on a le règlement sur la participation publique en matière d'aménagement et d'urbanisme qui est venu finalement baliser tout le débat sur la question référendaire en aménagement et qui est venu, d'une part, établir quels sont des principes clés d'une bonne consultation publique et en même temps aussi qui est venu reconnaître la pratique professionnelle. Parce que c'est une chose de demander aux municipalités de mettre en place des processus de consultation publique, d'engager la population, mais c'est une pratique professionnelle qui se fait aussi avec des cadres, des manières de mener ces processus-là. Et donc, on vient reconnaître que ça a une légitimité, que ça fait partie du coffre à outils des professionnels, que ce soit en aménagement ou même en sport loisir, en développement social, parce qu'ici, on parle de la consultation sur des enjeux d'aménagement, mais les citoyens ont soif de processus participatifs sur l'ensemble des sujets ou des besoins de leur milieu de vie, entre autres parcs et espaces verts. La plupart, maintenant, des municipalités vont introduire d'une certaine manière des outils de participation sur l'usage, qu'est-ce que les gens en font. Je fais écho à ce moment-là à Taïka Béarjon. Les gens expérimentent le lieu. Là aussi, il y a de la donnée importante dans la consultation. Donc, il y a toute une panoplie. Je pense qu'on a fait un grand bout de chemin sur cette question-là. Je vois mal comment aujourd'hui on pourrait revenir en arrière et finalement faire une planification, je dirais, intramuros de la municipalité et descendre ça sur le terrain sans impliquer les communautés. Et communautés au sens large, pas que les citoyens, mais organisent la société civile, acteurs économiques, etc. On a, je pense, changé la manière dont on mène des projets, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, peut-être en termes de soutien professionnel, formalisation et quelles sont les instances aussi qui portent ces enjeux-là et surtout lorsqu'on parle de l'arrimage provincial, municipal ou des projets comme le REM qui finalement viennent introduire d'autres manières de pratiquer de la consultation ou certains diront de la relation publique. Merci, c'est très clair. Effectivement, comme citoyen, on a pris goût dans la région métropolitaine au processus consultatif. Alors, quand on voit qu'on n'a pas cette même qualité, des fois, ben, c'est là où on peut se braquer. On a reçu d'ailleurs parlant de processus, les réponses de la première question. Alors, la CMM a tenu 3 agoras métropolitaines en 2013, en 2015, en 2018. On voulait savoir si les gens qui nous écoutent avaient participé à ces agoras-là. Et alors, la moitié de nos auditeurs aujourd'hui n'ont pas participé aux agoras métropolitaines, donc c'est d'autant plus utile qu'on fasse cet exercice-là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais bon, c'est ça, ça vient avec le temps. Peut-être qu'on arrive à rejoindre d'autres publics aussi. Peut-être que c'est cette formule aussi en virtuel qui permet de rejoindre des gens qui n'ont pas participé. Madame Boisclair. Oui, bien, c'est sûr que le PMAD, c'était bien abstrait en 2012 pour la majorité des gens, mais je pense que le temps de la ville et de la construction de la ville est très lent.
Et de plus en plus de gens s'y intéressent et on peut émettre l'hypothèse que c'est parce que il y a plein de gens qui en ont entendu parler parce qu'il y a des promoteurs qui sont venus cogner à leur porte pour acheter leur maison ou acheter la maison du voisin. Puis là, tout d'un coup, ils se font dire « Ah, PMAD, cible de densité, votre quartier va changer. » Donc, il y a énormément de gens qui de plus en plus entendent parler du PMAD, pas toujours dans les meilleurs contextes. Je pense qu'on a un petit peu de rattrapage à faire pour certaines personnes qui en ont entendu parler de la façon dont je viens de décrire. Mais reste qu'il y a de plus en plus de gens qui voient sur le terrain des réalisations concrètes, pour le meilleur et pour le pire. Hein? On apprend, je pense qu'on va tous apprendre. Je parlais de qualité tout à l'heure. On va tous apprendre de ces projets-là qu'on a mis en place. Moi, j'ai un souhait quand même qu'on soit des organisations apprenantes, puis les citoyens ont un rôle à jouer dans revendiquer plus de qualité. D'ailleurs, donc s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont l'intuition que ça pourrait se faire autrement, je les encourage à poursuivre. On encourage tout le monde à poursuivre. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question qui est affichée. Si jamais vous voulez quitter le mode plein écran pour pouvoir y participer, je m'adresse à nos auditeurs et auditrices. Je poursuis la discussion avec Mme Fournier. Après 10 ans, avec le PMAD, évidemment, les gains les plus faciles ont été obtenus. Mais plus le temps passe, plus les actions vont être exigeantes, les enjeux sont de plus en plus criants. On fait quoi pour garder les citoyens dans le coup? Est-ce qu'il y a des limites à cette mise en œuvre participative du PMAD quand on arrive dans des décisions qui sont plus difficiles? C'est un grand défi. Puis je pense qu'il n'est pas que du fait des citoyens. Moi, quand je parle de l'adhésion citoyenne, je parle également des organismes de la société civile ou de l'ensemble des acteurs, finalement, qui font partie, si on peut dire, du triangle de la décision municipale entre l'administration, les élus et la société civile. D'une part, je pense que la question citoyenne, pour moi, on ne peut pas aborder que participation citoyenne sans la lier nécessairement à la question de la démocratie et de la gouvernance démocratique. Le citoyen va se mobiliser pour des enjeux qui lui appartiennent, des préoccupations, une volonté de changement, etc. Mais le citoyen lambda, si on peut dire, seul, il doit pouvoir inscrire son action dans des mécanismes qui, eux, ont une durée dans l'engagement et la démocratie participative, de sorte à être capable d'inscrire le changement dans le long terme, dans des changements structurels de politique, de pratique, de garantir aussi des droits aux citoyens de participer ou de venir de son milieu de vie. Donc, l'Agora est une plateforme intéressante en ce sens-là parce qu'elle permet, puis la question d'avant, si on a 50 qui n'avaient pas participé, force est de constater que tant mieux que l'Agora existe. Ça veut dire que, comme Catherine le mentionnait, il y a des gens qui continuent à s'inscrire dans la durée de cette action-là. Donc, la même réflexion, elle peut se reproduire à l'échelle locale ou de la municipalité avec des pratiques intentionnelles de participation et de consultation et qui sont formalisés dans des processus à l'échelle locale, de sorte à pouvoir soutenir cette mobilisation-là. Puis, il faut également, lorsqu'on parle de sensibilisation, de mobilisation, pardon, et de participation citoyenne, il y a elle est de différentes natures. On peut parler de l'information, de la sensibilisation, de la consultation, de la codécision. Donc, il y a différentes étapes aussi. Et ce n'est pas les citoyens qui vont participer à toutes ces séquences-là, mais chacune des participations est légitime en soi. Donc, la municipalité aussi, ce travail-là, ou dans le cadre du PMAD, à informer, à créer des espaces de délibération, à créer des espaces de codécision aussi, dans lesquels on va pouvoir finalement créer ce mécanisme de participation. J'amènerai peut-être sur la question de l'adhésion, puis le 50 je pense, est évocateur à la question précédente parce qu'il y a 10 ans, il y avait une très forte mobilisation. Dans les 10 dernières années, on peut dire que le PMAD vit bien dans son milieu. Il y a ses imperfections, il y a ses gains, etc. Mais comment on finalement resensibilise aussi la société civile à ce que c'est le PMAD? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Quel est le changement porté à travers cette vision métropolitaine-là? Puis je pense même dans les organismes de la société civile, il y a 10 ans, on ferait le tour de qui étaient les travailleurs dans ces organisations-là, les gens engagés sur les conseils d'administration. Il y a là aussi un grand roulement d'engagement militant. Et pour moi, il y a un travail aussi de sensibilisation
hors des organisations de type aménagement ou environnement, mais à l'époque du PEMAD, il y a eu toute une mobilisation du milieu culturel, du patrimoine, bref, etc. Et peut-être un effort plus général de sensibilisation puis de remobilisation aussi des organisations de la société civile. Merci beaucoup, mais c'est une réponse très complète. Puis avec toutes ces étapes de consultation qui sont légitimes en soi, je pense que ça aide à décortiquer des processus au fur et à mesure que les situations sont de plus en plus complexes aussi. Merci beaucoup. Parlant de décisions complexes, Madame Boisclair, les élus nous ont parlé des difficultés de financement pour mettre en place des projets structurants. On sait que le gouvernement est allergique à toute forme de taxes à l'heure actuelle, mais on a vu beaucoup d'ouverture dans la région métropolitaine de la part des élus, de la part de la communauté des affaires ou des organismes pour envisager de nouvelles formes de financement pour mettre en place des projets structurants, des nouvelles formes de financement qui relèvent beaucoup de l'éco-fiscalité. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de la taxe kilométrique ou des redevances, ce genre de choses-là. Est-ce que vous pensez que les citoyens sont prêts pour des mesures d'éco-fiscalité? Est-ce que la population, selon vous, est prête à ça? Bon, la question des taxes, hein? Je pense que toute nouvelle taxe n'est pas la bienvenue, mais c'est encourageant de Pourtant, voir il y en a que... une qui s'appelle comme ça, on s'appelle. Ah oui, c'est vrai. Mais déjà, le fait qu'il y ait une certaine adhésion des décideurs sur cette question-là, c'est un tour de force. Donc, après ça, de se dire comment on fait adhérer l'ensemble de la population, c'est hyper difficile, mais on n'aura pas le choix de se la poser. Puis l'idée, c'est pas de demander aux gens, parce que c'est ça aussi, quelles questions on pose aux gens quand on cherche à les faire adhérer et à les faire participer? Est-ce qu'on leur demande, voulez-vous une nouvelle taxe? Je ne pense pas que c'est ça qu'on va demander. Je pense que si on convient qu'on cherche à taxer les comportements qu'on veut moins voir, il faut, en contrepartie, que cette taxe-là permette d'encourager puis de financer les comportements qu'on veut davantage voir, comme le transport en commun, la mobilité douce, la transformation de nos milieux de vie pour que ce soit agréable, confortable, sécuritaire pour les autres modes de déplacement. Puis aussi la création d'opportunités de logement abordables à proximité de ces infrastructures-là, parce que vous connaissez l'expression « drive till you qualify ». On conduit jusqu'à temps qu'on puisse se permettre une hypothèque. C'est ces gens-là qui vont être particulièrement affectés par la taxe kilométrique. Donc, il y a une question d'équité. Donc, il faut, en tant que décideur aussi, prévoir les alternatives à la maison très éloignée qu'on a pu se permettre parce qu'elle va devenir très coûteuse en réalité quand on va finalement taxer le comportement qu'on veut diminuer, qui est l'utilisation de la voiture. Donc, il y a cet enjeu-là qui va faire qu'on va davantage préparer la population si elle a d'autres options de transport. Puis l'idée, c'est pas justement d'étendre les réseaux de transport à l'infini, c'est de rapprocher les logements, de les construire là où le transport est déjà là. Donc, on parle bien sûr des TOD, des axes structurants. Donc, la CMM a déjà commencé à planifier ça, mais on a besoin de davantage de logements abordables pour pas finalement prendre les gens en otage. Puis, je reviens un peu sur l'échelle de participation que Véronique mentionnait, mais en fait, les taxes vont générer des émotions difficiles. Là. On s'entend, on touche directement le budget des gens, c'est leur qualité de vie. Quand on appréhende ces émotions difficiles-là, c'est là qu'il faut aller plus loin dans l'échelle de participation, puis chercher à être dans le dialogue avec les gens. Juste une page d'information, ce ne sera pas suffisant là, sur la taxe kilométrique, mais si on fait de la participation active sur la taxe kilométrique, c'est pas de dire voulez-vous ou de quelle manière. Ça, c'est les fiscalistes qui vont déterminer ce genre de détails-là, mais c'est comment, ensemble, on peut réduire notre coût de la vie tout en diminuant notre dépendance à l'auto, puis réfléchir, finalement, on y revient, à comment aménager nos milieux de vie pour se sortir de cette dépendance à l'automobile. Mais on s'entend qu'on s'attaque à une question très épineuse et il y a une culture, il y a un attachement à la voiture. Et il y aura aussi un enjeu dans le débat public et les organisations de la société civile ont un rôle à jouer. Comment on va framer, vous m'excuserez l'expression, mais framer le débat dans les médias. Parce que bien sûr, on prévoit déjà la ville contre les banlieues, on taxe les banlieues, puis là, on va jouer sur la fibre très émotive des choix résidentiels, puis j'ai choisi ça, ce qui est meilleur pour nos enfants, puis là, vous nous empêchez de prendre le meilleur choix pour nos enfants en nous taxant. Donc, il y a quelque chose, on peut vraiment jouer sur la peur, l'émotion. Donc, comment la société civile
et les administrations vont pouvoir prendre le devant dans le débat public puis expliquer les bénéfices, finalement, de ce choix collectif-là, puis mettre en relief à quoi va servir cette taxe-là, donner du sens à ce changement important dans nos budgets, mais finalement dans nos comportements aussi. Merci beaucoup. Cette notion d'équité aussi, le bien-être collectif et la finalité du pourquoi on fait tout ça, je pense que c'est vraiment comment on amène l'histoire. Madame Harel, je vous ai vu rire. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire parce que vous aviez l'air bien d'accord ou pas? En fait, c'est pas que les émotions sont difficiles, ce sont les élections. Et c'est pour ça que comment y arriver? Si on prend l'exemple justement que vous venez de donner là, sur le kilométrage. Alors, comment, dans le fond, prenons cet exemple, structurer une participation. Est-ce que Léla, c'est à moi? Allez-y, on va changer nos questions, ça me fait plaisir. Bon, comment on peut structurer une participation citoyenne sur un enjeu métropolitain comme celui-là? Et c'est là où on comprend que 20 ans après la CMM, 10 ans après le PEMAD, là, on est rendu à une époque où il faut structurer. Et c'est l'élément manquant actuellement au niveau métropolitain. Et donc, le faire, parce que là, à peu près tout le monde convient qu'il faut le faire en amont, alors que la loi ne le prévoit pas. Ça, s'il y a un élément à changer dans la loi, c'est celui-là. Alors, comment le faire? Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut un office de consultation publique métropolitain et que cet office de consultation publique doit aborder les enjeux métropolitains. Justement, ce dont vous parliez au tout début, c'est-à-dire les objectifs, les milieux naturels, la protection des milieux naturels, l'aménagement du territoire, le transport en commun, lorsque ça a un aspect métropolitain. Et ça, c'est comme indispensable, entre autres, sur la question dont on vient de parler, là. Par exemple, il y aurait une consultation publique avec expertise. Il faut à ce moment-là vraiment toutes les garanties de transparence, mais ça permet une délibération aussi, puis ça permet de comprendre que tout ça, ce n'est pas les méchants, disons, écologistes là, qui veulent punir les banlieusards. Et ça permet d'entendre les points de vue, de se mettre aussi dans la peau de l'autre parce que tout n'est pas noir ou blanc. Donc, un office de consultation à l'échelle métropolitaine, on va noter cette proposition-là. Madame Baillargeon, dans les 10 dernières années, le patrimoine a souvent fait les manchettes, mais pour les mauvaises raisons. Est-ce qu'il y a des mécanismes supplémentaires qu'on devrait mettre en place pour mobiliser davantage les citoyens qui font beaucoup changer les choses dans ce domaine-là sur cette question du patrimoine? Un OCPM métropolitain? Ah, donc on rejoint l'idée de Mme Harel. OK, non, parfait. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Puis ce serait, souvent, on est limité. On travaille beaucoup avec l'OCPM à Montréal, mais on travaille aussi sur un territoire plus large. Puis on est souvent limité à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas nécessairement d'outils de consultation publique de la hauteur, disons, ou du niveau de l'OCPM. Puis je trouve que c'est une excellente idée. Mais pour répondre plus comme précisément à votre question, mais chez nous, on s'est rendu compte, historiquement, on faisait à un moment donné une liste des 10 bâtiments en danger annuels. Puis ça marchait vraiment bien auprès des médias, puis tout ça. Puis on s'est rendu compte que d'une certaine manière, ça nous tirait un peu dans le pied parce que nous, notre volonté puis notre mission, c'est vraiment de promouvoir le patrimoine. Puis là, ce qu'on promouvoit, c'est l'échec. Puis le patrimoine, on le traite souvent quand il est trop tard. Et puis on le traite souvent d'une manière négative à cause de ça. Puis là, on s'est rendu compte de toute l'importance du positif, de toute l'importance de souligner les bons coups pour vraiment permettre à la population d'adhérer à quelque chose puis de s'engager. Parce que si, là, ça ne marche pas, les gestes de protection, bien, pourquoi les citoyens auraient envie de s'engager? Puis, en fait, on a développé certains outils dont nos inspirations qui sont des capsules vidéo. Il y en a sur différents territoires de la CMM pour montrer des bons coups, justement. Mais ça, c'est vraiment important, je pense, puis on en parlait un peu dans la réunion préparatoire pour cette rencontre-ci,
c'est important qu'on puisse souligner les bons coups du PMAD, comme la trame verte et bleue, de dire, ben, qu'est-ce que ça l'a donné, le PMAD? Puis je pense que même en lien avec ce que tu as dit, Catherine, de venir citer c'est quoi les impacts réels, je pense que ça permettrait aux gens de dire, OK, mais dans le fond, cette taxe-là, c'est exactement ça, ça, ça. Tu sais, avoir une espèce de rendering, un suivi de ces bons coups au fil des ans, je pense que ça propulse vraiment un engagement plus profond auprès des citoyens et citoyennes. Puis par rapport à l'Agora, déjà, on a vu des bons coups qui découlent de ça, notamment suite au dernier Agora métropolitain. La CMM a mis sur place une table patrimoine et paysage. C'est quand même assez récent, donc c'est difficile de pointer des exemples concrets, mais une chose qu'on peut dire, c'est que c'est une table dans laquelle les organismes et les élus peuvent échanger des bons coups, des mauvais coups, partager des trucs, développer des idées et aussi développer des collaborations. Puis ça, sur une échelle plus territoriale, c'est vraiment fort. Donc, et des collaborations entre municipalités, mais aussi entre organismes et élus et bon, la municipalité en soi comme institution. Donc, ça, je pense que c'est vraiment fort comme élément. Donc, un côté positif, le bilan négatif, on connaît, mais le positif, ça donne envie de s'impliquer. On voit la différence. Madame Boisclair, vous vouliez intervenir là-dessus? Petite intervention pour renchérir sur Taïka, les bons exemples. Je pense aussi que c'est facile de sortir dans les médias, puis je veux dire, c'est facile. C'est comme ça qu'on les intéresse souvent avec les mauvais coups, puis les erreurs. Puis bon, ça fait partie de la game un peu, mais les bons coups, c'est important aussi. Puis on le fait aussi sur des bons exemples de densification. On a des portraits de la densification, on veut les diversifier. Mais il y a aussi comment amener l'humain, à quel besoin ça répond. Puis on a fait des portraits aussi des gens qui ont bénéficié d'un projet de densification. Donc, c'est pas juste de la brique et du mortier, là, les bâtiments, pour qui on fait ça. Donc, de mettre en valeur finalement, c'est ça, les besoins auxquels on répond, puis les gens qui reçoivent ce changement-là, qui ne voient pas pourquoi leur quartier devrait changer, bien finalement, ça donne un peu plus de sens quand on voit les humains pour qui on fait ça. Merci. Véronique? Oui, rapidement, sur l'idée de Mme Harel pour un office de consultation publique à l'échelle métropolitaine, je pense qu'une des grandes retombées de l'OCPM de Montréal, c'était une forme d'éducation à la citoyenneté territoriale, si on peut le nommer comme ça. Puis ça serait intéressant de regarder les premiers propos des premières consultations de l'OCPM versus où on en est maintenant, où vraiment il y a souvent une finesse, un éventail des propos, de propositions aussi. On sent qu'il y a un exercice de travail et d'intelligence collective, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il y a un nivellement des propos, où on ne cherche pas nécessairement le consensus tout le temps. La divergence aussi est pertinente, puis ça, il faut le reconnaître. Mais il y a ce travail-là et d'aller à une échelle métropolitaine, pour moi, aurait une contribution sur une forme d'éducation à la citoyenneté territoriale qui nous permet finalement d'aborder et d'être conscient aussi de ces enjeux à cette échelle-là. Et on en parlera ultérieurement, mais sur la stratégie nationale aussi d'urbanisme, d'aménagement des territoires, d'avoir également une échelle métropolitaine citoyenne dans le débat face aussi aux grands joueurs de l'aménagement au Québec. Oui, merci. Et puis, je me dis aussi peut-être ça va permettre d'avoir une meilleure compréhension par rapport à toute cette polarisation qu'on peut avoir entre le milieu urbain et le milieu rural, qu'on vit beaucoup à l'échelle de la CMM. Il y a du territoire agricole. Donc, ça permettrait de mieux se comprendre les uns les autres dans toute la diversité qu'on a au sein des 82 municipalités. Je ne sais pas si on a eu les réponses de la deuxième question. On demandait aux gens, est-ce que la population est suffisamment mobilisée autour des objectifs de développement durable? Alors, on vous demandait de savoir si vous étiez en accord ou pas. Alors, plus de la majorité, donc 60% des participants estiment être assez en désaccord. Donc, il manque des mécanismes. C'est ça. Donc, c'est à fait en désaccord, j'ai compris à l'envers. Donc, la population n'est pas suffisamment mobilisée encore et ce n'est pas que seulement les mécanismes qui sont insuffisants.
Donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir. Autrement, on a parlé de la stratégie. Ah, Madame Harel, je vous écoute. Et En fait, pour reprendre un peu les propos de Véronique, il y a effectivement une demande citoyenne de consultation, de participation. Il y a une demande réelle. Mais ce qu'on voit se développer, c'est toutes sortes de mécanismes de consultation maison ou de consultation bidon, en quelque part. Et de consultations qui sont, dans le fond, des séances d'information, sinon des séances de relations publiques. Et ça peut dénigrer d'une certaine façon la participation. Et c'est dans cette mesure-là, je pense que la volonté doit être très, très ferme, qu'il faut une expertise indépendante, qu'il faut une expertise qui soit crédible aussi. Et ça, on ne peut pas dire que c'est offert actuellement au niveau métropolitain. donc, cette notion d'indépendance, cette notion de qualité, donc d'expertise qui vient dans un processus consultatif pour pas que ça devienne un exercice de relations publiques et d'image, donner l'impression de... On vous entend bien, Madame Boisclair. Oui, ben, je veux renchérir sur la demande. Il y a une demande de participation, mais il y a aussi un besoin fondamental, nous on le voit, des citoyens d'avoir un genre d'ABC d'urbanisme. Comment ça marche? Faire la ville, puis on donne ce genre de formation-là quand on collabore avec des citoyens. Il y a vraiment c'est très complexe comme univers. Puis après ça, on se demande aussi, c'est quoi nos espaces d'influence? Comment je peux influencer comment mon milieu de vie évolue? Puis souvent, les gens vont se mobiliser à partir de préoccupations, même je ne suis pas d'accord, mais après ça, quand on comprend, bien, il y a des choses qui vont de l'avant parce que, bon, c'est pour l'intérêt collectif, mais je peux quand même influencer le devenir, bien, ça aide aussi à accepter une certaine part du changement puis de se dire, bien, il y a des choses que moi, je peux influencer. Donc, mais ce n'est pas évident parce qu'on le voit de plus en plus sur le domaine public, la rue, les places publiques, les infrastructures, la piétonisation, les parcs. L'agriculture urbaine, on a de l'influence plus là-dessus parce qu'on est en dialogue direct avec la municipalité. Mais quand on rentre sur le développement immobilier, puis que là, il y a une tierce partie qui est le promoteur et qui a sa propre réalité, puis l'univers de la construction est très complexe, puis qu'on rajoute là-dedans la participation des parties prenantes avec le triangle citoyen, municipalité, promoteur, ça rajoute de la complexité, c'est pas évident. Les échéanciers sont souvent très serrés, donc les citoyens sont un peu pris, puis c'est normal qu'il y ait une forte réaction dans ce contexte-là. Donc, vraiment un besoin de comprendre dans quel univers on évolue. Donc, je rejoins vraiment mes collègues sur la littératie territoriale puis la littératie en urbanisme. Puis aussi, ben, on ne comprend pas encore beaucoup le lien entre les transformations urbaines nécessaires, oui, qui bousculent notre quotidien, et la protection de l'environnement. Et ça, ce lien-là, on a un rôle fort à jouer là-dessus. Merci. Ben, je continue avec vous, Madame Boisclair. Parlant de complexité, j'en ajoute une couche parce que là, on a parlé au niveau de la rue, au niveau de Montréal, au niveau de la CMM. Actuellement, puis on sait que le processus de création puis de mise en œuvre du PEMAD en co-construction avec la société civile, avec les citoyens, a démontré toute sa pertinence et son efficacité. Et là, on sait que le gouvernement du Québec est en train d'élaborer la future stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, la SNUAT. Et comment la future SNUAT devrait prendre en compte et intégrer la participation et la mobilisation citoyenne dans sa mise en œuvre. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus pour éclairer le gouvernement? Oui, bien, c'est directement en lien avec ce que je vous partageais, mais c'est sûr que bien, une de nos revendications, c'est de mettre en place un comité de suivi. Donc là, avec le PMAD, on a l'Agora. Nous, on recommande que la société civile soit impliquée dans le suivi de la SNUAT. Je pense que c'est nécessaire. Maintenant, c'est sûr que ça reste à un niveau, tu sais, la société civile quand même organisée. Vivre en ville, on est très actif dans l'Alliance Ariane. Donc, c'est un peu c'est un bon chien de garde, je crois, de tout ça. Puis l'Alliance Ariane, puis je pense que mon collègue Samuel Pagé-Plot vous en parlera la semaine prochaine, mais on a été très actifs cet été à mobiliser la population autour de ces questions-là. Ça reste des gens qui sont quand même déjà impliqués dans leur milieu, préoccupés par ces questions-là, qui s'impliquent principalement, mais on peut espérer que ça fasse boule de neige puis que les gens s'y intéressent de plus en plus.
une de nos recommandations, on est en train de préparer notre mémoire sur la SNUAT, c'est de développer au Québec une culture de l'aménagement. Donc, je pense que quand je vous parle d'ABC d'urbanisme, ça passe entre autres par là, autant auprès de nos élus, des autres décideurs, hein, les DG, les directeurs de développement économique, qu'on travaille mieux ensemble avec les décisions, quel impact ça a sur notre territoire. Puis les autres ministères aussi, on le sait, il y a des décisions qui se prennent et qui contrecarrent les planifications. Donc, puis moi, j'ai envie de vous parler de passion aussi. Je pense que les professionnels, on a un rôle à jouer dans transmettre cette passion-là, même si c'est un univers hyper complexe. Il y a quand même, finalement, on est des passionnés de milieu de vie. Puis on a un rôle à jouer dans la mobilisation des citoyens en transmettant notre passion. Puis je vois quand même un panel de passionnés aujourd'hui, donc j'espère que ça va y contribuer. Mais donc la société civile, c'est sûr qu'à Vivre en ville, on n'arrêtera pas, je pense, de parler à quel point l'aménagement du territoire a un impact sur l'ensemble de nos grands objectifs, la réduction des gaz à effet de serre, la performance économique du Québec, l'équité sociale. Donc, rejoindre directement les gens dans leur quotidien, comment on va faire ça à travers la SNUAT. Puis bien sûr, la modification de la LAU à terme, là. Donc la SNUAT de son petit nom, mais la stratégie nationale devra se prononcer sur des intentions pour la modification de la loi. Parce que là, en ce moment, c'est facultatif d'adopter une politique de participation publique. Est-ce qu'on peut faire un pas de plus maintenant que plusieurs municipalités ont emboîté le pas? Même si elles n'ont pas aboli le référendum, il y a plusieurs municipalités qui ont avancé sur la réflexion. Merci. Une autre belle piste de solution. Madame Baillargeon, pardon, est-ce que vous avez espoir que le patrimoine et l'éducation des citoyens seront des éléments phares de la future stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires? Bien, c'est sûr que nous aussi, on est impliqués depuis le début avec Alliance Ariane, puis c'est sûr que c'est un peu la volonté qu'on a depuis le départ. Il y a un grand manque en patrimoine de cohérence et de cohésion à l'échelle territoriale. Le patrimoine bâti, comme le naturel, est beaucoup trop traité à la pièce en tant que propriété. Puis, on a de la misère à avoir une vision d'ensemble très même identitaire du patrimoine québécois. Et là, il y a un exercice incroyable d'éducation et de sensibilisation. Donc, je reviens encore à mes 3 termes que j'énonçais dans votre première question. C'est l'éducation pour vulgariser, notamment qu'est-ce que c'est que la SNUAT, à quoi ça sert, c'est quoi le but. Et ça, il faut absolument sortir des milieux de convertis, là, de gens qui connaissent déjà ça, qui sont des spécialistes, qui sont des experts, des professionnels, parce que je pense que le patrimoine particulièrement, mais le territoire au sens large, c'est quelque chose qui nous touche tous très profondément et très émotionnellement. Puis je pense que ça, il faut aussi réussir à sortir du réglementaire pour aller atteindre vraiment monsieur, madame, tout le monde dans leur chez-soi. Et je pense que ça, c'est fondamental à vraiment créer un engagement qui va avoir une force et qui va nous emmener aux résultats qu'on souhaite atteindre. L'éducation, donc la sensibilisation, vraiment noter l'importance de cette stratégie-là pour le patrimoine et les paysages notamment. Je pense que, honnêtement, je sais que les efforts sont beaucoup là, mais il y a encore énormément de travail à faire. Puis c'est pour ça qu'il y a un exercice de suivi qui va être fondamental dans les prochaines années pour noter les bons coups, notamment pour demander l'avis aux citoyens, puis pour maintenir leur engagement sur le long terme. Merci beaucoup. Madame Harel, quel message vous aimeriez transmettre aux élus, au gouvernement du Québec, dans le contexte justement de cette élaboration de la future stratégie nationale d'aménagement, d'urbanisme et d'aménagement des territoires? C'est évident qu'avec l'actuel gouvernement, le message, c'est qu'il faut que la stratégie nationale soit autre chose qu'un prix de consolation pour faire oublier la bavure du dézonage agricole de la MRC Montcalm. Donc, il faut que ça devienne un véritable enjeu
un enjeu électoral dans les plateformes des partis. Donc, ça suppose justement que dans le rapport, là, qui, m'a-t-on dit, serait présenté au printemps, donc ça sera déjà le compte à rebours de la campagne électorale, hein, on comprend bien, puisqu'elle aura lieu en octobre. Mais il faut que dans le rapport, il y ait vraiment des recommandations en termes, justement, vous en avez mentionné, de suivi, mais je dirais au-delà de ça aussi, de médiation. Vous savez, on accepte maintenant de plus en plus l'idée de médiation culturelle pour approcher les populations qui sont très éloignées disons, de la possibilité de bénéficier de la culture québécoise. On accepte cette idée de médiation culturelle. Bien, il faut introduire l'idée de médiation en matière d'aménagement, entre autres de développement en matière, parce que, et ça suppose que dans le rapport, il y ait la garantie du financement des groupes de base. Je regarde encore hier, je pense Vivre en ville, qui envoyait une invitation, ça peut être n'importe quel autre organisme, remarqué, et je regardais la liste à la fin là, de tous ceux qu'il faut aller solliciter pour avoir du financement. Ça doit prendre une énergie inouïe. Il faut que ce soit garanti. On le fait pour l'ensemble des autres dimensions de notre vie collective, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique aussi. Alors, il faut le faire sur le plan de l'aménagement du développement, ce financement récurrent des groupes de base. Et puis, c'est certain que la politique, dans le cadre d'une campagne électorale, c'est comme un jeu de poker. Hein? Alors, il faut miser. Alors, plus vous misez, bon, ça se joue à plusieurs autour de la table. Et donc, il faut que la présentation se fasse. Moi, je dis, allez voir les caucus. Demandez à voir les caucus de tous les partis. Il y en a 4. Hein? Vous allez voir, il y en aurait 2 là, qui accepteraient, puis les 2 autres vont être obligés de suivre. C'est extrêmement important pour que vous alliez, en fait, leur transmettre ce rapport qui est la somme. Moi, je suis vraiment émerveillée de la mobilisation qui a été possible dans le cadre de la stratégie nationale, grâce à vous, grâce à tous les organismes qui font partie derrière. Parce que il y a un renouveau, il y a une volonté, il y a aussi de l'espoir. Et ça, il ne faut pas que cet espoir se trouve annulé. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de pistes pour ceux qui veulent préparer le terrain pour la prochaine campagne électorale. Donc, merci, Mme Harel. Mme Fournier, on a peut-être déjà certaines réponses qui ont été dites, mais j'aimerais ça vous entendre sur ce support que les municipalités, les MRC, la CMM, le gouvernement du Québec, quel support on peut donner aux organisations expertes comme toutes celles qu'on a réunies aujourd'hui et tous ceux qui n'ont pas pu être sur le panel, mais il y en a plusieurs quand même, pour mieux vous aider à faire votre travail auprès des citoyens de la population, parce que cette expertise des organisations de la société civile, elle est essentielle dans un dossier comme l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vous aider? Bien, je pense que Mme Marel en a glissé un mot sur l'appui au groupe de base. Puis, je vais me permettre de prendre le chapeau du Centre d'écologie, puis je pourrais le partager avec les autres aussi qui sont autour de la table. On n'est pas un organisme qui a un financement à la mission ou qui a de l'appui ou qui fait partie finalement des champs dans lesquels, comme société, on se dit bien, on va appuyer un travail de fond, de soutien qui permet que ce soit de la recherche, du plaidoyer et surtout, moi, je pense, aider les autres. Le travail, comme Catherine mentionnait, d'être sur le terrain, de développer des outils, de rencontrer, de sensibiliser, de faire, par exemple, le tour des élus, des groupes locaux, des citoyens qui nous appellent en disant « Hey, il se passe ça dans mon quartier ou il arrive tel projet, vers qui je me tourne? » On reçoit des courriels pratiquement quotidiennement de ces citoyens, puis avec raison. Et on se disait, si on avait la capacité d'aller faire je sais pas, une assemblée de cuisine, un travail sur le terrain, la demande est là. Les gens ont soif de s'informer sur qu'est-ce qui se passe dans leur milieu. Et les groupes qui ont des missions en aménagement, bien, nous, notre propre bâton du pèlerin, c'est d'être capable finalement de porter cette action-là. On est des passionnés, mais des passionnés qui n'ont pas toujours les moyens d'aller aussi loin qu'on voudrait. Alors moi, je pense qu'il y a un élément important de ce côté-là. Et dans la stratégie nationale, la SNOAT,
On parle de participation citoyenne à travers les 5 axes et les orientations, mais elle est souvent saupoudrée. On se dit qu'on devrait avoir des mécanismes plus forts, de s'assurer de la cohérence des échelons, etc. Mais il devrait y avoir vraiment une intention beaucoup plus claire. Est-ce que c'est sous forme d'un chapitre, d'un axe en tant que tel? Parce que c'est transversal. Et le risque quand on met des orientations transversales, c'est que finalement, ça soit l'affaire de tout le monde et l'affaire de personne. Et pour moi, ça doit être beaucoup plus fort dans la stratégie et peut-être même d'aller plus loin, de dire, est-ce qu'on a une forme de diagnostic ou de portrait de la participation puis des mécanismes actuels? Parce qu'on parle beaucoup des mécanismes en aménagement, mais on pourrait, par exemple, si on parle de la fiscalité ou autre, il y a des droits référendaires, des droits d'opposition des citoyens dans les mécanismes municipaux, mais a-t-on ce portrait-là qui est digeste et accessible sur quelles sont les portes d'entrée à l'action citoyenne et à la mobilisation sur les enjeux de territoire et comment on peut finalement aller plus loin en termes de meilleures pratiques et d'émulation aussi entre professionnels, entre décideurs autour de ces mécanismes-là. Pour moi, la stratégie est assez silencieuse à cet égard et elle doit être plus affirmée. Puis, dans les éléments aussi de la stratégie, toute la question des mécanismes de suivi, puis peut-être un peu l'éléphant dans la pièce, c'est la dimension politique de l'aménagement du territoire. Et pour moi, la stratégie ne répond pas à cet enjeu assez fortement actuellement. Est-ce que c'est à travers un mécanisme de suivi ou même peut-être des réflexions de type commissaire au développement durable ou un poste ou un aménagiste en chef qui pourrait être nommé, par exemple, par l'Assemblée nationale sur des termes qui sont au-delà du mandat des élus et qui ont une forme de responsabilité, une indépendance sur la garantie des objectifs de la stratégie, mais une redevabilité aussi auprès de la population et qui peut se permettre d'avoir un rôle d'éducation, si on pense même au protecteur du citoyen ou d'autres. Bref, il y aurait des mécanismes à réfléchir pour sortir du cycle électoral en aménagement et avoir une forme d'indépendance aussi à l'échelle provinciale. Merci. Écoutez, il y a eu des pistes extraordinaires qui ont été données aujourd'hui pour renforcer justement la participation et l'adhésion et la participation vraiment dans la mise en œuvre de la population à l'échelle métropolitaine et à l'échelle aussi du Québec. On a parlé d'un OCPM à l'échelle métropolitaine. On a parlé de revoir des lois aussi pour devancer les processus de consultation. La notion d'indépendance est importante à toutes les échelles. Peut-être la création d'un poste d'aménagiste en chef au Québec et cette reconnaissance de l'expertise de la société civile au même titre que toutes les autres sphères de l'État du bien-être collectif, je dirais, et l'aménagement du territoire en est un, et qui va permettre aussi cette reconnaissance des diversités qu'il y a tout au long des différents territoires que l'on couvre quand on veut mettre en œuvre une stratégie. Merci beaucoup, mesdames. C'est très, très riche. Je m'en voudrais, on va aller prendre des questions du public. On a parlé beaucoup, mais je pense qu'il y en a certains qui nous ont écrit et je vais tout de suite voir ce qu'on a reçu. Alors, on nous demande déjà, bonjour, comment orchestrer l'équilibre avec un développement harmonieux des enjeux économiques et la vision citoyenne? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer de ce côté-là? Alors, comment orchestrer l'équilibre avec un développement harmonieux des enjeux économiques et la vision citoyenne? C'est peut-être un résumé de tout ce qu'on a dit déjà. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer parmi les panélistes. Moi, j'ai envie de... Je suis urbaniste, membre de l'Ordre, et je pense que je crois quand même en nos outils. Puis, tu sais, on va voir sur le territoire quand il y a des projets qui arrivent, des modifications à la pièce de la réglementation. On comprend que des fois, on veut agir avec agilité, mais il y a quand même la responsabilité des milieux municipaux de périodiquement faire des exercices de planification à l'échelle ne serait-ce que d'un secteur, ce qu'on appelle les PPU, les programmes particuliers d'urbanisme. Puis moi, je crois beaucoup dans ce genre d'exercice-là qui permet de partir d'un diagnostic, puis après ça, on va se doter d'une vision. Puis à Vivre en Ville, on travaille beaucoup avec la modélisation 3D. On va faire le projet urbanistique. Qu'est-ce que ça veut dire?
en termes de forme urbaine, puis après ça, on réfléchit aux outils vraiment plus techniques de réglementation, mise en œuvre et suivi. Mais toute cette démarche-là permet justement de concilier l'ensemble des intérêts puis des pressions qu'ils ont sur le territoire. Puis ça ne fait pas une vision nécessairement consensuelle, mais je crois que ce sont des outils de dialogue et à terme des contrats sociaux qu'on a avec l'ensemble des acteurs, l'importance de s'y référer, d'être en dialogue continu avec la population pour leur dire cet outil-là existe, on l'a négocié avec vous. La population change, les gens déménagent. Tu sais, on a travaillé, entre autres, sur l'île de Montréal avec la communauté de Griffintown. Bien, il y a un PPU qui existe à Griffintown depuis 2012, mais il est méconnu. Puis on s'entend qu'il y a énormément de nouveaux résidents dans le quartier. Mais ces gens-là, ils voient les autres bâtiments levés de terre, puis ils disent, mais quand est-ce que ça s'arrête? Puis ils ne connaissent pas la planification, mais il faut continuer de dialoguer, puis il faut continuer de publiciser ça. Puis bien, éventuellement, réviser périodiquement ces planifications-là pour correspondre aux aspirations de la population. Donc, puis dans le cas du PPU, des programmes particuliers d'urbanisme, il y a certaines obligations de consultation, mais elles sont, somme toute, minimales. Mais on peut espérer que c'est l'opportunité d'être en relation avec les citoyens, créer une relation de confiance dès le diagnostic, rajouter la couche d'expertise d'usage, que les gens s'approprient les problèmes avant qu'on parle de solutions. Donc, j'avais envie de vous parler de nos outils d'urbanisme quand même qui sont là et qui existent. Oui, puis c'est un éternel recommencement parce que c'est ça, il faut toujours reprendre la discussion avec ceux qui viennent d'arriver pour leur permettre d'embarquer dans le train avec nous. Madame Harel, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce qu'à partir de novembre prochain, la moitié des élus du Grand Montréal vont tous être nouveaux. Ils n'auront pas participé au PEMAD dans son élaboration. Donc, est-ce que vous avez... comment on fait pour les embarquer dans ce train-là qui roule et compte tenu des délais serrés qu'on a pour atteindre les objectifs, on a parlé aussi d'urgence climatique à plusieurs reprises. Quel conseil, qu'est-ce qu'on fait pour ces nouveaux élus qui vont arriver sur le territoire? Évidemment, il y a un bilan. Ce bilan, il est malheureusement pas suffisamment connu, mais le bilan là, du PEMAD est passionnant. Très souvent, en fait, les bons coups sont associés aux élus qui les ont annoncés. Mais je pense que ce bilan, il est vraiment extrêmement important, puis il doit être présenté. Je pense que c'est 720 élus sur le territoire des 82 municipalités, c'est toujours le cas. Alors, et puis, il faut aussi associer les CCU, là, avant même là, que, parce que ça va, en fait, avec les nouveaux conseils municipaux, les gens seront nommés à nouveau. Et je pense qu'il faut une action particulière que la CMM doit faire dans le cadre du PEMAD pour rejoindre ceux qui seront nouvellement nommés. J'aimerais ça rebondir sur ce que disait Catherine, parce que l'exemple à ne pas suivre du départ, c'est celui de Griffintown. Personnellement, là, si je suis allée en élection au niveau municipal, c'est parce que ce dossier-là m'indignait complètement. Je n'en revenais pas. Écoutez, il n'y a pas eu, pourtant l'Office existait de consultation publique de Montréal, il y a eu une consultation, justement, exactement, ces consultations bidons, qui étaient des consultations maison, et aucune stratégie d'ensemble. Alors, il a fallu que la Ville rachète les terrains qui avaient été vendus juste pour en faire des espaces verts, pas de projet d'école planifié, etc., etc. C'est l'exemple à ne pas suivre au départ. Tu sais. Bon, après, il y a eu le CPM, après de fortes pressions, justement, il a fallu que les citoyens eux-mêmes fassent pression pour avoir une vraie consultation. Alors, je termine là-dessus, mais je peux vous dire que ce dossier-là, pour moi, là, c'est un dossier extrêmement important dans ma vie. Eh oui, finalement, on est heureux, pareil, que ça vous a permis de faire le saut au niveau municipal parce qu'on a grandement bénéficié de votre expertise. On a parlé beaucoup de financement à la mission comme moteur vraiment de réussite, comme clé du succès, je dirais, dans l'aménagement du territoire. Et puis, vous serez heureuse d'apprendre que dans la troisième question qu'on a posée à nos auditeurs, on leur demandait que pensez-vous, est-ce que la future stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement
des territoires devrait prévoir un soutien aux organisations dont la mission est de favoriser la formation, la participation et la mobilisation citoyenne. Et près de 60% des auditeurs sont d'accord avec cette affirmation-là. Donc, je pense qu'on a des échos et une reconnaissance du rôle que les acteurs de la société civile peuvent jouer avec toute l'indépendance qu'ils ont, parce que la politique fait faire des drôles de décisions, dépendamment des échéances où on se trouve. Donc voilà, Véronique, je pense que vous vouliez intervenir avant qu'on se quitte. Bien, ça peut faire du pouce sur ce que Mme Arel et Catherine ajoutaient. Je pense qu'il y a une idée de contrat social derrière toute la question de la participation publique, de l'engagement des citoyens. Et c'est peut-être pas assez nommé. Puis en même temps, c'est la manière aussi de garder cette confiance-là et le lien privilégié avec des citoyens qui décident de s'investir. Parce que s'engager dans une démarche, puis je prends l'exemple du PPE de Griffintown, c'était également ma motivation, on s'est engagés ensemble là-dessus, Mme Arel et moi à l'époque. Mais ça a été des gens qui sont impliqués des dizaines d'heures à mobiliser les citoyens, à s'informer, à être présents, à travailler des mémoires citoyens, à être avec des médias. On demande à des citoyens finalement de sortir de leur zone de confort pour défendre les enjeux collectifs. Et une fois qu'on se donne des outils de planification, de mécanismes, bien, on a un devoir moral, en quelque part, comme société, de respecter le contrat social qu'on se donne et ces visions-là, quand elles ont été bien faites, bien menées, qu'elles ont suscité l'adhésion, qu'on ne soit pas nécessairement d'accord avec l'ensemble des points, mais qu'on se donne une feuille de route collective. Et pour moi, c'est là aussi que la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires va jouer aussi sa crédibilité. Est-ce qu'on va avoir une stratégie qui va aussi contenir cette idée d'un contrat social sur notre vision collective du territoire? Et pour moi, c'est incontournable, sachant la question environnementale qui vient presser cette stratégie-là encore plus. Et les gens vont s'attendre dans les années qui viennent à avoir un débat sur le droit à un environnement sain, à la justice climatique, à quels sont mes droits comme citoyen. Et là, il y a encore des zones floues et ce n'est pas clair comment collectivement on garantit ces droits et cette vision-là à court, mais surtout à long terme pour la population. Donc, la notion de contrat social, pour moi, est au cœur de l'ensemble des paliers de la participation citoyenne. Écoutez, Madame Fournier, merci beaucoup. Je pense que vous avez résumé pas mal les grands éléments dont on a discuté aujourd'hui. C'était un plaisir, mesdames, de vous avoir avec nous. Merci infiniment. Et notre prochain rendez-vous, alors c'est le 15 octobre prochain, donc vendredi dans 2 semaines, et on aura pour thème « Parlons territoire, parlons métropolitain ». On en parlait tout à l'heure. On va faire le bilan de cette initiative de l'Alliance Ariane pour favoriser la participation à la consultation gouvernementale sur la future stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Et on va aborder plus spécifiquement la question du métropolitain. Donc, l'échelle métropolitaine qui demeure vraiment une échelle d'intervention incontournable si on veut aménager autrement les territoires au Québec. On se rappelle que la moitié de la population du Québec habite dans la région métropolitaine, donc ça concerne beaucoup de gens. Ça va être la même formule qu'aujourd'hui. Donc, on va avoir 4 panélistes représentants d'organismes issus de la société civile. Alors, on va avoir avec nous Samuel Pagé-Plouffe de Vivre en Ville, Sarah Doyon de Trajectoire Québec, Guy Turcotte de SOS Forêt Fernand-Séguin, ainsi que Pascal Bigras de Nature Action Québec. Et pour assister au webinaire de l'Agora, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site web de la CMM et vous inscrire sur le formulaire en ligne. C'est gratuit et vraiment, les inscriptions sont ouvertes à tous et tous les webinaires peuvent être visionnés. Ils sont en rediffusion sur le site web de la CMM. Alors, au nom de la CMM, je vous remercie beaucoup à tous les auditeurs, les auditrices d'aujourd'hui de votre attention, de votre participation. Merci à nos panélistes et on se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.